Donc, on va enchaîner avec la table ronde numéro 5, qui est aller de soi à soi en passant par les autres, l'entraide comme levier de l'inclusion. Il n'y a pas plus belle définition que terminer une journée de colloque avec cette dimension d'entraide qu'on a déjà bien abordée avec Gaëlle, entre autres, sur la précédente table ronde. Je vais laisser la parole au discutant Victoria Cazès, qui est formatrice père aidante à Alphapsy, et Aboubakri Tamboura, qui est responsable de l'Observatoire et du développement au CAPSI. À vous. Bonjour à tous. Bonjour. Merci au CAPSI pour cette invitation. Je suis donc Victoria Cazès et je vais vous accompagner avec Aboubakri Tamboura pour cette dernière table ronde de la journée. Je me présente d'abord rapidement. Donc, ces 2 dernières années, j'ai travaillé au sein de l'association Regain en emploi accompagné, puisque je suis moi-même atteinte d'un trouble psychique. Et j'étais coordinatrice et animatrice d'un habitat inclusif à destination de personnes atteintes d'un trouble psychique. Aujourd'hui, je suis donc en voie de professionnalisation pour devenir formatrice pair au sein du centre d'Alphapsy. Alors, pour cette dernière table ronde, on a la chance d'avoir 3 personnes qui vont intervenir successivement, rapidement, une dizaine de minutes chacun. Donc, comme depuis le début de cette journée, si vous avez des questions, surtout notez-les dans le chat et on y reviendra à la fin des interventions. Donc, on va entendre d'abord Aboubakri Tamboura et Nicolas Mani pour le CAPSI. Ensuite, Pascal Gibon nous présentera le conseil d'entraide de l'association Vivre. Et enfin, Marie Deboulet nous expliquera son rôle de père aidant de famille professionnelle au sein des hôpitaux de Saint-Maurice. Aboubakri Tamboura, je t'en prie. Merci Victoria. On est vraiment très content de vous savoir encore si nombreux à cette heure-ci. C'est un vrai plaisir d'organiser cette journée et d'écouter toutes les interventions. Alors effectivement, on voulait ouvrir cet échange sur l'entraide en évoquant en fait la façon dont la question de l'entraide s'est posée au CAPSI en tant que dispositif. Donc vous l'avez compris, hein, mission essentiellement de ressources. On n'arrive pas toujours en fait à répondre aux attentes de nos sollicitants. 3 exemples assez rapides pour illustrer cela. On a repéré notamment, premièrement, en tout cas dans le cadre de la permanence, qu'en plus des ressources, il y avait un besoin de retour d'expérience, d'un regard expérientiel pour aider les personnes à appréhender certains dispositifs ou certaines prises en charge. On peut prendre un exemple tout à fait simple. On peut expliquer en permanence théoriquement ce qu'est, par exemple, l'éducation thérapeutique du patient, mais c'est encore mieux si c'est une personne qui a pu bénéficier d'un dispositif qui puisse un retour ce besoin auprès des personnes permanentes. Des actions, on a expérimenté des co-animations avec des personnes concernées et on s'est tout de suite aperçu du gain en pertinence en fait, hein, de l'impact d'un propos qui est incarné sur les participants et dans leur compréhension des troubles et des dangers le CFC est une bibliothèque de pratiques qui est accessible en ligne et on a déjà repéré plusieurs pratiques en lien avec l'entraide, la pérédance et on a constaté de ce fait que c'est un levier d'action pertinent en faveur de l'inclusion et de l'empowerment. Donc c'est à ce moment-là où en tant que centre ressources, en fait, on a envisagé l'idée d'intégrer directement cette dimension dans nos modalités d'intervention. Donc, c'est de penser finalement l'entraide, la pérédance comme une ressource au même titre que les autres et de commencer à recenser les initiatives qui s'articulent autour de cette entraide et qu'elles fassent aussi l'objet d'un recensement comme les autres ressources, qu'elles soient du soin ou de l'accompagnement social, par exemple.
et également d'être identifié comme un lieu où l'on pourrait rencontrer des pairs aidants professionnels qui dispenseraient cette aide et cet échange de pair à pair. Donc, c'est un constat, peut-être pour vous resituer, qui est parti du terrain, de l'équipe, qui a été porté par la direction et puis validé par le pilotage du CFC, et qui a abouti au recrutement donc d'un père aidant professionnel, en l'occurrence mon collègue Nicolas Magny, qui va vous parler de sa fonction et de la père aidance telle qu'elle est pratiquée au CFC. Ah, Nicolas, je crois que ton micro a un petit problème de son. Non, il va falloir débrancher ton casque éventuellement. Tu m'entends? Non? Tout à fait. Oui? Très bien. En tout cas, merci pour cette introduction, Aboubakri, et voilà, je suis enchanté de pouvoir participer à ce colloque. Alors effectivement, je suis arrivé au CEAPSI depuis maintenant 2 ans, et dans ce cadre, j'anime les matinées du MSP tous les matins, qui est une permanence d'écoute pour développer les échanges de pair à pair. Donc, je suis disposé à accueillir et à échanger avec des personnes qui se posent des questions sur leur parcours de vie et leur parcours de soins. La permanence MSP est un espace d'accueil inconditionnel de la parole des usagers en santé mentale ainsi que de leurs proches. Et voilà, les sujets qu'on peut aborder, ça peut être la souffrance psychique, le vécu avec la maladie, les problématiques de suivi du traitement, ou encore la licence médiateur santé pair. Je suis moi-même une personne concernée par les troubles, et j'ai le désir d'apporter un autre regard et une autre écoute aux problématiques de santé mentale. Alors, d'un aspect pratique, dans l'aspect pratique, les permanences sont gratuites, confidentielles et ouvertes en matinée, tous les matins de 9h30 à 12h30. Je suis joignable par téléphone, par mail, ou éventuellement, les personnes peuvent se déplacer au CEAPSI pour qu'on puisse discuter de leur situation. Voilà, la permanence MSP, c'est vraiment un espace où la voix des usagers est légitime en termes d'expression et d'accueil. Voilà, j'ai le désir d'être un miroir positif pour les personnes concernées afin de soutenir l'espoir et les projets des personnes vivant avec un trouble psychique. Donc, l'entraide entre pairs est vraiment la clé de voûte du système, parce que cette entraide entre pairs permet de dépasser ses difficultés psychiques et de montrer que l'on peut vivre une vie pleine de sens, même lorsqu'on vit avec un trouble psychique sévère. Voilà, j'avais prévu une intervention très courte, très simple, pour essayer un petit peu d'expliquer ce que je fais au CEAPSI. Merci. D'accord. Merci. Merci Nicolas, Mani et Aboubakri Tamboura. C'est super cette permanence, c'est vraiment nécessaire. Et je me demandais, est-ce que c'est réservé aux personnes qui sont donc concernées par les troubles, ou est-ce que, par exemple, des proches aidants peuvent aussi s'adresser à cette Oui. permanence? Tout à fait, Victoria. En fait, évidemment, les personnes concernées par les troubles peuvent contacter la permanence, mais également les proches. Il y a un vrai besoin pour les proches aidants d'avoir un espace pour discuter de la maladie de leurs proches, des éventuelles difficultés, des solutions qui peuvent être envisagées. Voilà, pour gérer au quotidien la maladie de leurs proches. Donc c'est vraiment ouvert à toute personne, voilà, qui désire discuter de la santé mentale sous un point de vue expérientiel. Voilà, et l'idée est
et de faire en sorte que mon parcours de soins et les difficultés que j'ai rencontrées puissent être, comment dire, puissent servir à aider d'autres personnes qui rencontrent des difficultés similaires. Merci beaucoup. Merci. Aboubakry Tamboura, est-ce que tu veux préciser quelque chose ou est-ce qu'on enchaîne? Alors, peut-être juste ajouter que les interventions qui vont suivre, justement, en fait, sont des interventions qu'on a eu plaisir à mettre en lumière aussi dans notre bibliothèque de pratique, le recueil que l'on met en ligne, et voilà, qu'il est accessible tout simplement en ligne sur le site internet du CFSI. Et voilà, n'hésitez pas, les personnes qui sont intéressées par les pratiques mises en ligne, à vous en inspirer et à contacter surtout les porteurs de projets pour échanger sur leur contexte de mise en œuvre de ces différents projets. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va se tourner du côté de Pascal Gibon, qui est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc coordinateur chargé de développement informatique, médias et communication au sein de l'association Vivre. L'association Entraide Vivre, c'est important voilà, le mot entraide. Tout à fait, c'était ma première question pour vous justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que le conseil d'entraide au sein de cette association? Le conseil d'entraide, c'est un outil qui accompagne l'entraide vivre. Il faut savoir que l'association est située en Île-de-France sur 3 départements, Paris, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, et a la particularité d'avoir un pied dans le sanitaire avec un hôpital de jour en psychiatrie, un gros pied dans le médico-social avec plusieurs structures, des structures de préorientation spécialisées en handicap psychique, des structures d'orientation vers le milieu ordinaire de travail, ce qu'on appelle maintenant les ESRP, un ESRP, un centre de formation, tout ça. Et puis on a aussi un pied dans le social. On s'occupe d'allocataires du RSA dans le 94 à Arcueil. On a un CHRS, on a une résidence d'accueil spécialisée en handicap psychique. Donc en fait, on a 19 établissements et services qui accompagnent 2300 personnes chaque année. Et l'idée du conseil d'entraide, si vous voulez, c'est de se dire, mais toutes ces personnes qu'on accompagne, elles ont une richesse, elles ont un savoir expérientiel, elles ont des choses à apporter, elles ont tout un parcours. Et si on les faisait se rencontrer, peut-être qu'on arriverait à décloisonner finalement dans l'association le cloisonnement qui peut exister entre les services, le même cloisonnement qu'on va retrouver entre le sanitaire, le médico-social et le social. Et finalement, les parcours des personnes, est-ce que ce n'est pas la solution pour tout décloisonner? C'est-à-dire que ces personnes qui ont un parcours social, un parcours médico-social, un parcours sanitaire, elles ont un savoir expérientiel et aussi un savoir d'usage. Il y a beaucoup de mieux. Je vous expliquais, il y a énormément de sigles, on a du mal à s'y retrouver, il faut faire des demandes pour y accéder, des demandes auprès de la MDPH, etc. C'est assez compliqué. Et du coup, l'idée de ce conseil d'entraide, c'était de réunir des personnes voilà, qui venaient de l'ensemble des structures de l'association qui voulaient bien participer à lutter contre d'une part, informer les personnes au niveau de l'extérieur, contribuer à l'information, à la sensibilisation, à la communication en fait, autour des troubles psychiques notamment, mais pas que. Et puis voilà, et aller vers l'extérieur, aller vers la cité et dépasser ce cloisonnement finalement. Dépasser le cloisonnement et finalement permettre aux personnes de retrouver du pouvoir d'agir en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elles aient dépassé le statut de « je suis aidé » au sein de l'association à « moi, à partir de mon savoir expérientiel, de mon savoir d'usage, je peux apporter ».
aux autres, à la société, et reprendre en main finalement ma citoyenneté, tout simplement. Parce qu'on peut être pris en charge, on peut être résident, on peut être stagiaire, on peut être ceci, cela. Finalement, on n'en est pas moins citoyen, mais derrière toutes ces appellations, finalement, ça montre qu'on est aidé. Et la problématique, c'est est-ce qu'on peut être aidé ou aidant, et aidant en même temps. Et je pense que oui, et c'est pareil qu'on a fait au niveau du conseil d'entraide, c'est de se dire qu'on peut être aidé dans sa structure et aider les autres. Donc, au sein du conseil d'entraide, on va s'entraider et on va essayer d'aider les autres. Voilà, pour résumer ce que c'est que le conseil d'entraide. Et voilà, et c'est une magnifique aventure depuis sa création en 2019. Qui est parti 15 personnes et un gros coup de colère finalement, un gros coup de colère sur les temps d'attente, le manque d'informations sur les dispositifs. Et on s'est dit, mais ce n'est pas possible de continuer comme ça. Nous, maintenant, on a fait des parcours, on a une connaissance des dispositifs. Il faut la communiquer, il faut la partager, il faut aller dans le sanitaire, rencontrer des personnes dans les hôpitaux psychiatriques, leur expliquer éventuellement la suite possible. Il faut expliquer à des professionnels par exemple des assistantes sociales de mairie qui sont face à des personnes qui ont des troubles psychiques, que finalement, comment aborder la chose. Voilà, donc en gros l'idée, c'est retrouvons notre pouvoir d'agir, mais je dirais un pouvoir d'agir qui est collectif, c'est-à-dire que c'est citoyen et finalement, via l'entraide, essayer d'aider à la fois les professionnels qui sont souvent la tête dans le guidon et qui connaissent leur sphère d'accompagnement, mais on n'a pas le temps finalement d'aller voir ce qui se passe à côté. Et puis s'entraider, faciliter les parcours, aider à la constitution. Je vais faire un petit diaporama, peut-être que je peux le passer. Oui, on le voit là. Voilà, en tout cas, voilà ce que c'est que le conseil d'entraide. C'est un collectif de personnes et en fait, on n'a pas un statut d'association puisqu'en fait, on est au sein de l'association. Et finalement, on fait vivre le projet associatif qui est un projet qui prône l'inclusion des personnes en situation de handicap et rien que les personnes elles-mêmes pour valoriser ce projet et le défendre. Même si je suis une personne concernée, voilà, par des problématiques de santé mentale et cette idée-là, je l'ai eue en m'inspirant énormément des groupes d'entraide mutuelle au départ, puisque j'ai été animateur en groupe d'entraide mutuelle en 2005, au tout début de la création. Donc, voilà, cette idée de collectif, c'est l'inspiration mais avec l'idée qu'on pouvait, finalement, il y avait vraiment une bataille à faire et à mener pour décloisonner, finalement, décloisonner et redonner le pouvoir d'agir aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et le principe du collectif, c'est aussi l'horizontalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de... Voilà, on est tous un statut égaux. Et je vais essayer de vous passer ce diaporama. Je peux partager l'écran? Oui, ça y est. Ah non. Voilà, je mets dessus. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Donc, l'entraide, la clé du vivre ensemble, retrouvant notre pouvoir d'agir. Vous voyez le logo du conseil d'entraide qui est, pour les matheux, vous allez reconnaître le symbole de l'inclusion. C'est pas un C, c'est le symbole de l'inclusion. Et le symbole de l'infini qui symbolise l'entraide, on est pour une inclusion à l'infini en fait. On considère que la société ne peut fonctionner que s'il y a de l'entraide entre ses membres et aussi une hospitalité. Et du coup, nous, on a décidé d'aller vers les autres et de pouvoir apporter un peu d'espoir aux personnes qui vivent des moments difficiles et leur dire qu'ils peuvent avancer dans leur parcours. Et voilà, il y a une partie mentorat dans le conseil d'entraide. Donc, on part du principe que handicapé est égal à... C'est une personne en situation de vous aider, en fait. Car finalement, dans la société, je crois que le handicap, ça concerne... J'avais regardé un peu sur la CNSA, on est à 7...
Je vais mettre la lumière, il n'y a pas assez de lumière, excusez-moi. Je crois qu'en France, c'est 1 personne sur 7 en situation de handicap, 1 personne sur 5 touchée par un trouble psychique. Donc, en fait, ça concerne tout le monde, hein, en fait, hein, parce que chacun doit connaître une personne qui est concernée par un handicap et un trouble psychique. Donc, nous, on pense que ce savoir expérientiel, ce savoir d'usage peut aider les autres. Donc ça, je l'ai dit, hein, ça a été initié par l'association d'entraide Vivre, hein. Le conseil d'entraide est ouvert sur la cité, constitué de personnes en situation de handicap qui sont ou ont été accompagnées par l'association et souhaitent s'entraider. Et on œuvre vraiment pour une inclusion sociale dans une dimension de fraternité. Donc les objectifs, c'est de mener des actions inclusives, hein, originales et innovantes, exprimant la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap, la reconnaissance de leur savoir expérientiel et leurs compétences individuelles et collectives. Alors, on a eu beaucoup de chance parce le conseil a été créé en juillet 2019 et en octobre, il y avait le colloque de l'Andizi où on nous a demandé finalement de participer à ce colloque en allant filmer dans des ESAT, recueillir en fait cette notion de sécurité est des choses assez extraordinaires. Et donc, ça, c'est aussi de l'entraide et c'est permettre faciliter le faire savoir, finalement. On a participé aux projets territoriaux de santé mentale du 94 et du 92. Et c'est là qu'en fait, on a été découvert par le CATSI. Et Carmen a demandé à Aboubakri de venir nous rencontrer. Et merci à Aboubakri d'être venu assister à une réunion de conseil d'entraide. C'était en plein Covid, et de cette belle fiche qu'on a co-construit ensemble pour présenter en fait ce collectif et ce qu'on souhaitait faire. Alors, on intervient aussi sur le diplôme universitaire rétablissement santé mentale, hein, depuis 2020. Merci à Lydie Gibel a pu prendre la parole lors du lancement du centre ressources intimité, vie affective et sexuelle et parentalité, organisé par l'ARS et CREA Île-de-France. Vraiment, on veut briser un peu tous les tabous qu'il peut y avoir au niveau du handicap, et la sexualité est encore un tabou en institution. Et puis, notre manière de faire, c'est aussi de réaliser des courts-métrages. Il y a l'association Art Convergence qui essaye de lutter contre la stigmatisation et qui propose chaque année de réaliser en 4 minutes, en fait, sur une thématique, un court-métrage. Et donc, nous, collectivement, on a décidé de réaliser des courts-métrages. Mohamed Eliossi a réalisé le scénario du premier court-métrage qui était sur la thématique « Il faut bien vivre avec un handicap psychique ». Bon, on était un peu en colère, hein, parce que bien vivre avec un handicap psychique, c'est un peu chaud quand même. Donc voilà, on a essayé de le traiter avec humour. Et puis, ça nous sert en fait dans nos présentations, si vous voulez, de passer un petit court-métrage de 4 minutes. On comprend mieux un petit peu nos actions, nos réalisations, et du coup, on voit tout. Finalement, on arrive à montrer le finalement des personnes et qu'on n'a pas tout simplement, et que la société soit plus accessible à tous. Donc, pour libérer la parole, Mohamed, je lui avais demandé d'intervenir sur le forum rétablissement sur la thématique de l'autostigmatisation à l'émancipation. Tu vas y arriver. Et comme il m'a dit dernièrement, il m'a dit, en fait, tu m'as fait confiance et j'ai gagné en reconnaissance parce que j'étais applaudi. Et finalement, pour répondre à la question, qu'est-ce que ça apporte aux membres du conseil d'entraide d'y participer, c'est ça. C'est une forme de reconnaissance, quoi. C'est une reconnaissance de pouvoir être applaudi, de pouvoir inspirer d'autres. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de reprendre confiance en soi et de se rendre compte qu'en fait, on peut apporter aux autres. Et en apportant aux autres, on se fait du bien à soi et on va mieux.
Pareil, là, c'est Thierry qui est intervenu à un super colloque sur les handicaps invisibles et les situations personnelles handicapantes. Là, on est dans le droit du travail, hein, c'est comprendre pour agir au travail. On en a parlé tout à l'heure, hein, une intervenante a parlé des risques psychosociaux, mais là, il y a l'idée de comment, en fait, en entreprise, on peut traiter du handicap invisible, notamment des troubles psychiques, comment accueillir des personnes ayant des troubles psychiques en entreprise. Donc voilà, est-ce qu'il faut associer les collègues, est-ce qu'il faut en parler, etc. Donc, il y a eu toute une étude qui a été faite et Thierry a pu participer par son parcours en fait, à ce très beau livre qui a été édité. Dans les supports, si vous cliquez, vous aurez toutes les informations. Une autre mode d'action, c'est, alors toujours avec Mohamed, il parle couramment la langue des oiseaux. On a décidé d'organiser un atelier dans une résidence d'accueil spécialisée, la résidence Stéphane Hessel à Paris, sur la langue des oiseaux. Et on l'a intitulé, voilà, c'est lorsqu'on se plante qu'on pousse. Et oui, dans la vie, il faut se planter pour pousser. Et si vous n'êtes pas incarné, si vous ne savez pas d'où vous venez, si vous n'avez pas intégré votre problématique, eh ben, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Donc, vous pouvez toujours garder pour vous hein, vos difficultés, etc. Mais en fait, pour s'en sortir, il faut pas hésiter à en parler. Finalement, et en parlant, on va mieux. Quoi. Et il a génial, demeurez haut, vous serez haut et vous serez insaisissable. Et c'est ça, en fait, insaisissable. Il faut entre les deux et simplement. Là, je l'ai dit tout à l'heure, donc projet, donc il faut bien vivre avec les maladies psychiques. Pareil, hein, dans les supports, vous aurez tous les films. Vous cliquez, voilà, je vous sais, j'ai mieux, c'est pour ça que je me dépêche. Donc voilà, un peu ce qu'on peut apporter et puis les valoriser. Là, on est passé aux rencontres vidéo en santé mentale après la diffusion du film et c'était, on a eu un accueil extraordinaire et on a pu le cap, on se fait facile finalement se coller l'étiquette, personne n'ouvre tellement de droits, on a entendu parler tout à l'heure d'accompagner, ça ouvre les droits et finalement vous n'êtes pas votre handicap, vous avez un handicap mais vous n'êtes pas votre handicap et du coup ça c'est aussi une première phase du rétablissement en santé mentale, quoi, voilà. Donc valoriser les actions. Et comme je disais, la dynamique du conseil d'entraide, donc c'est basé vraiment sur la proposition et la mise en œuvre de projets concrets par les personnes concernées. C'est assister à des colloques, c'est parler du conseil d'entraide lors de portes ouvertes. Là, il y a un membre du conseil d'entraide qui est actuellement travailleur à l'ESAT Vivre, qui a présenté le conseil d'entraide à la porte ouverte de l'ESAT. Et c'est génial. Là, il m'a encore demandé aujourd'hui les flyers où c'est qu'il pouvait déposer. Je lui ai dit, mais va au CMP de Châtenay-Malabry en déposer, etc. À la mairie, voilà. Donc, on avance ensemble, qu'on ait des troubles psychiques, qu'on ait un handicap mental, qu'on ait un handicap physique. Finalement, tout est lié parce que les handicaps physiques ont des résonances sur la santé mentale. Des personnes qui perdent leur emploi suite à une maladie professionnelle, un accident du travail, je pense qu'ils sont, ça a un gros impact sur leur état psychique. Et du coup, moi, j'en ai côtoyé quand j'étais formateur et j'en ai formé et je sais que finalement, vous avez à avoir une formation et vous n'êtes pas forcément en état de la suivre parce que vous avez eu des problèmes d'alcool ou votre femme vous a quitté ou autre. Et du coup, vous arrivez avec le moral à zéro, manque de confiance en vous et c'est tout le travail en fait, des équipes hein, de l'association Entraide Vie de redynamiser les personnes, de les accompagner, leur montrer qu'elles sont capables d'eux et la formation, lorsque vous avez des médiateurs comme la formation ou les arts ou autres, où la personne peut se rendre compte en fait, qu'elle est capable d'apprendre de nouveau, qu'elle est capable de réaliser des choses, c'est formidable. Et l'étape suivante, c'est quand les personnes finalement se disent « oui, je suis accompagné, mais je peux aussi aider les autres ». Et on peut tous s'entraider et finalement voilà ce que c'est que le conseil d'entraide.
Et donc là, c'est toutes les personnes toutes les institutions qui nous ont fait confiance, l'Andesi, le CREA, l'Université de Paris, le Forum Établissement, la mairie du 14e arrondissement, l'Université de Rennes, Mediapsy Vidéo, l'OCIRP. On est intervenu l'année dernière sur la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap pour parler de nos parcours, pour expliquer, parler du maintien dans l'emploi, pour parler de tout ça. Santé mentale France, où on est intervenu cette année au congrès Réable, et on les remercie. La MGEN, où on est intervenu sur le droit des patients à consulter leur dossier, et ça nous a permis vraiment de discuter avec les patients. Et là, on va revenir prochainement parce qu'ils veulent avoir un retour de personnes ayant des troubles psychiques qui ont avancé dans leur parcours, qui travaillent, et voilà, ils veulent discuter avec nous. Et puis l'établissement de santé en Corse de Castellucci, on s'est déplacé dernièrement à l'initiative du C2R2, qui est un centre de réhabilitation psychosociale où ils pensent monter un conseil d'entraide là-bas. Donc voilà, nous vraiment, l'idée, c'est d'essaimer et de se dire que finalement, toutes les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, elles peuvent monter leur conseil d'entraide, qu'elles n'hésitent pas à faire confiance aux personnes pour s'auto-organiser, pour défendre leur projet associatif, et oui, et aller vers l'extérieur, porter la bonne parole que oui, on est là dans la société, on est des citoyens à part entière. Voilà. Pascal, J'ai passé les 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo. C'est la clé du faire ensemble, hein, pour terminer. Voilà. Bravo pour tout ce que vous faites au sein de ce conseil d'entraide. C'est dur 10 Très minutes. inspirant. Merci. On va tout de suite passer à la dernière intervenante, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Marie Deboulet, comme je vous l'annonçais, qui est donc père aidante professionnelle aux hôpitaux Saint-Maurice. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonjour. on vous entend. Ouais. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'une père aidante professionnelle, famille professionnelle? Voilà, alors déjà, je voudrais juste rectifier une petite chose. Je suis père aidante famille professionnelle au pôle 94 G16 des hôpitaux de Saint-Maurice, puisqu'on est sectorisé sur les 4 communes de Saint-Mandé, Saint-Maurice, Charenton et Alfortville. Alors, qu'est-ce qu'une père aidante famille professionnelle? Alors, c'est déjà quelqu'un qui a, comme tout père aidant famille, un parcours d'accompagnement d'un proche souffrant de troubles psychiques. Ensuite, l'autre critère qu'on nous demande, c'est d'avoir du recul par rapport à cette situation, d'avoir acquis un certain recul. Ensuite, la grande différence, parce que finalement, je le différencie des pères aidants familles qui existent déjà historiquement depuis longtemps dans les associations. Donc, l'autre grande différence, c'est qu'on est quand même dans un cadre institutionnel. Donc, on est membre vraiment de l'équipe. On travaille de façon pluridisciplinaire avec les soignants, les ergos, les assistants sociaux, enfin tout le personnel médical, dans un cadre assez précis, et on est à disposition des familles sur place, c'est-à-dire à l'endroit où le soin est délivré. Donc, la famille a accès à nous très facilement. Ensuite, l'autre caractéristique du père aidant professionnel, c'est qu'il est rémunéré. C'est quand même important. Ensuite, il y a un partage de loyauté aussi entre la famille et l'équipe soignante, qui fait qu'on est toujours un peu en équilibre entre les intérêts de la famille et les intérêts de l'institution. Et puis, on a aussi une supervision qui est nécessaire pour pouvoir faire part de nos difficultés de pratique. Et dernier élément, on fait partie d'une communauté de pratique avec les pères aidants avec les pères aidants. Et je précise que nous sommes 2 parce que je suis la seule intervenante ce soir, mais j'ai un collègue qui est Christian Paquentin, qui est aussi père aidant famille professionnel avec moi.
Donc voilà, et je pense que, enfin, dernier mot, on est mobile sur toutes les structures du pôle, donc on reçoit de façon individuelle en entretien, soit dans les CMP, soit en hôpital de jour, soit le plus fréquemment dans les unités d'hospitalisation. Voilà ce qu'est un père aidant professionnel. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Du coup, j'ai envie de vous poser une autre question. Ouais. Est-ce que vous auriez des exemples d'outils ou de méthodes dans l'aide que vous Alors, en fait, notre objectif, évidemment, c'est d'accompagner la famille sur le chemin du rétablissement familial qui va avoir forcément une incidence sur le rétablissement du proche, parce que les deux sont liés. Donc, les outils, on va dire, qui sont adaptés à l'endroit où la famille se trouve sur le chemin. Notre premier outil, c'est notre écoute, en fait, notre oreille. Notre oreille est le premier outil qu'on a, parce qu'en général, la famille, au début, elle a besoin d'une oreille attentive. Ensuite, le père aidant famille professionnel, il a cartographié les ressources territoriales disponibles. Donc, on oriente aussi vers les ressources, par exemple, les associations locales, les dispositifs d'accompagnement qui peuvent exister, par exemple, s'ils ont besoin d'un soutien thérapeutique, etc. Ça, c'est les ressources territoriales. Enfin, il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas les détailler. Ensuite, on a des outils aussi on a recensé les ressources qui existent sur les ressources numériques. Il y en a énormément. Par exemple, ça peut être des liens vers des vidéos, des liens vers des... je donne un exemple que je l'ai en ressources depuis assez peu de temps, l'association Positive Minder qui fait un MOOC sur leur établissement. Donc ça, j'oriente les familles aussi. Ça peut être les orienter vers de la psychoéducation, c'est aussi une ressource. Ça, c'est les outils ressources. Après, on peut utiliser aussi la paire aidance croisée. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup, mais ça, c'est quand la famille est un peu avancée sur le chemin du rétablissement, est un peu plus avancée, on va dire, qui est un entretien qu'on organise avec une paire aidante usagée. Donc, moi, j'ai 3 collègues paire aidantes usagées, pôle 94 GS. Et là, on est ma collègue, moi et la famille. Et on a, alors avant, on prépare l'entretien avec l'autre père aidant sur la famille, sur le cadre qu'on va donner à cet entretien. Et puis là, la famille a devant elle quand j'ai entendu Nicolas tout à l'heure du CAPSI, je me suis dit, mais c'est exactement ça. On a un exemple d'espoir, en fait. La famille touche du doigt l'espoir, parce qu'elle a devant elle quelqu'un qui rétablit et qui va bien. Et ça a un impact assez fort sur le cheminement de la famille, parce que la famille ça aide la famille à franchir une étape qui est c'est possible, le changement est possible et on va pouvoir toucher nous aussi à ce fameux rétablissement. Donc il y a ça, il y a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? On a des outils, oui, c'est très important, il y a des outils à disposition dans le pôle, donc il y a un pôle de la thérapie familiale, donc on oriente aussi vers la thérapie familiale. Il y a un groupe aussi de parole des familles qui est à l'intérieur de l'hôpital, qui existe depuis, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est 18 ans quand même dans le pôle, ce qui à l'époque était quand même assez avant-gardiste que dans le pôle même, il y ait un groupe famille. Le groupe famille, il a lieu une fois par mois. Il est animé par la thérapeute familiale, le chef de pôle qui est présent, et puis nous, les pères aidants famille. Donc voilà, et puis quand même, notre outil principal, c'est notre savoir expérientiel.
Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de nos outils, donc ressources, orientation vers ces ressources, pairs et danse croisée et dispositifs familiaux au sein du pôle. Voilà, j'espère que j'ai répondu Oui, à merci votre question. beaucoup. Merci Oui. beaucoup. C'est vraiment un rôle important, surtout Ouais. ce relais entre l'hôpital Ouais. et en Ouais, effet, ouais. la famille est un peu la première ressource de la personne touchée. Mais Ouais. parfois, l'hôpital est peu cloisonné Ouais. et donc rôle vraiment essentiel, je pense, par rapport à ça. Ouais, ouais. Donc, bravo et merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Et je pense que enfin, je voudrais conclure en Oui. disant que ce qui est remarquable, c'est que, en fait, en étant présent à l'intérieur de l'institution et du coup, on assiste aux réunions cliniques, on est vraiment dans l'équipe, je l'ai dit, la famille fait partie, est un partenaire du parcours de soins chez nous. Et elle le vit vraiment comme quelque chose elle le vit comme un soutien qui lui est apporté, c'est-à-dire d'avoir cette ressource à l'intérieur de l'institution. Et pour que la famille nous accède à nous assez facilement, il y a même un formulaire d'orientation systématique. C'est-à-dire quand le psychiatre, enfin le soignant rencontre une famille, il lui fait signer un formulaire lui autorisant à donner ses coordonnées aux pères aidants famille. Donc nous, on contacte systématiquement les familles qui nous sont orientées. Voilà. Formidable. Espérons qu'un jour ce soit le cas dans tous les hôpitaux. Bah, c'est une volonté forte de notre chef de pôle, le docteur Cantero, qui est vraiment très attaché à l'inclusion de la famille. Il y a quelques questions du coup du chat, dont un commentaire qui t'est destiné, Nicolas. Quelqu'un qui dit je confirme que l'accueil chaleureux et l'écoute m'ont été précieuses. Je pense que ça t'est destiné. Et Madame de Boulet, Marie, je vous laisse la parole parce que quelqu'un se demande l'accueil des pères aidants n'est pas toujours évident. Parler un peu plus tôt. Quid du père aidant famille, j'imagine. L'accueil, c'est-à-dire dans l'institution? Oui, dans les équipes, son intégration, j'imagine que c'est le sens de la question. Alors, l'accueil n'est pas toujours évident, mais en fait, pour l'instant, on est les seuls. Donc, en France, alors ça commence, il y a 2 hôpitaux qui ont mis en place, qui commencent à mettre en place ce dispositif. Mais nous, on est les seuls depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, l'accueil n'est pas évident. Chez nous, si. Parce que chez nous, c'est le docteur Cantero qui est venu, qui a publié une annonce qui a recruté des pères aidants en famille. Donc, lui, c'était vraiment son désir en s'inspirant des pratiques d'Amérique du Nord. Et dans l'équipe, on a été extrêmement bien accueillis pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a une acculturation à la pérédance. Je pense que le passage par la pérédance usagère est quand même utile parce que l'équipe a déjà fait son pas de côté en reconnaissant le savoir expérientiel. Les pères aidants usagers qui étaient là depuis 3 ans nous ont ouvert la voie, nous ont aidés à cette intégration. Et deuxièmement, l'équipe, grâce à cette acculturation et grâce à ce groupe famille, grâce à cette culture du pôle qui est insufflée, comme quoi la famille fait partie du dispositif, en fait qu'on a été très bien intégrés tout de suite et qu'on n'a eu aucun problème. On a beaucoup de chance ici. Moi, j'ai aucun retour négatif à vous faire à ce sujet-là. Merci pour votre réponse. Pascal, question pour le conseil d'entraide. Une personne se demande comment est-ce qu'on devient conseiller d'entraide. Ah là là, il faut avoir été ou être accompagné par l'association d'entraide vivre. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de statut, mais l'idée, c'est qu'il y ait comme point commun, c'est d'être accompagné ou d'avoir été accompagné par l'association d'entraide vivre pour l'instant. Mais bon, si cette personne écrit à c.entraide@vive-asso.com, on l'accueillera volontiers. On est assez pour l'accueil inconditionnel, nous, quand même. Donc voilà, on ne veut pas cloisonner quoi que ce soit. Mais c'est vrai que
le principe de base au départ, c'est que ce soit des personnes qui ont été accompagnées ou qui sont accompagnées par l'association. Merci. Merci à toutes et à tous. On a un petit peu débordé, ce qui va nous permettre de conclure directement. Je vais passer la parole à Carmen, qui va nous faire un petit mot et un petit salut de l'équipe également pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Carmen, je crois qu'il y a un petit souci de micro. C'était tout à l'heure, éventuellement. Est-ce que ça va? Oui, vous m'entendez? Oui? Non? Oui. Oui, on vous entend. D'accord, très bien. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre participation vraiment très active. Merci à toute l'équipe du CEAPSI. Alors, je voulais juste reprendre quelques mots qui ont été exprimés pendant cette journée. Aller vers pour faire ensemble, pour retrouver du pouvoir d'agir. Comme dit Gaël du GEM Les Lucioles, ne pas rester seul. Une rencontre permet une remise sur les rails pour une réinclusion dans la société. Et enfin, voir la lumière. Pour accompagner cette transition inclusive, il faut poser des jalons pour de bonnes pratiques avec des outils, des ressources pour passer à l'action. Trouver une juste proximité dans l'aller vers tout en appartenant à un collectif. La rencontre précède le soin et vous n'êtes pas votre handicap. Voilà, c'était en résumé quelques éléments qui sont ressortis dans cette journée et qui, je trouve, expriment combien il est important du faire ensemble, de faire les choses ensemble. Et une journée comme celle du CEAPSI en tant que centre ressources, on espère en tout cas toutes et tous dans l'équipe de vous avoir permis de découvrir peut-être des innovations, des dispositifs que vous ne connaissiez pas et surtout que vous ayez enfin envie maintenant d'aller vers nous, vers d'autres partenaires. Et puis, on vous invite, si vous le souhaitez, nous retrouver en mois de décembre. Maha propose une prochaine sensibilisation sur Parlons Parcours, accès à l'emploi, qui se déroulera le 13 décembre de 10h à 12h30. Comment? Non, c'est une petite erreur de date. C'est bien le 13 décembre. Oui, c'est le 13 décembre de 10h à 12h30 dans un format webinaire. Donc voilà, on vous remercie beaucoup de toute votre attention parce que vous avez été très nombreux aujourd'hui. Vous êtes restés vraiment longtemps sur cette journée et on espère que voilà, on va vous retrouver en vrai aussi dans nos collaborations futures. Et merci à toutes et tous. Merci. Je ne sais pas si voilà, l'équipe veut dire quelques mots. On est ravis d'avoir pu monter cette journée, de se passer comme prévu. C'est vraiment la synthèse de ces dernières années finalement de recensement, de rencontres partenaires, de sensibilisation, de permanence, d'intégration de la paire aidance. C'est vraiment tous ces éléments qui ont nourri ce colloque, ces différentes rencontres. Et on a été très content de pouvoir vous en offrir une synthèse surtout voilà, sur cette thématique de la transition inclusive qui nous est chère. Merci, à bientôt. Un petit mot très rapide aussi pour vous dire que pour les structures, pour toute personne qui nous écoute et qui reçoit du public concerné par les troubles psychiques, des proches, mais c'est aussi quelque chose destiné à tous les professionnels. On a des affiches qu'on a mis au point il n'y a pas très longtemps, qui sont disponibles gratuitement, que vous pouvez venir chercher au CEAPSI, qu'on peut vous expédier. Des petites cartes aussi au format carte de visite avec notre numéro de téléphone de la permanence. Voilà, il y a pas mal de ressources, de petites choses accessibles et qui peuvent permettre aux personnes concernées de venir vers nous plus facilement. Voilà. Et merci infiniment à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui.
Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Les troubles psychiques sont invisibles. On en a peut-être entendu parler au détour d'une conversation ou d'un article, mais sans que cela ne perturbe notre quotidien. De temps à autre, on peut rencontrer les obstacles ordinaires de la vie, que l'on parvient toutefois à dépasser. Mais parfois, ces obstacles peuvent paraître trop importants, voire insurmontables, alors on se sent dépassé. Et vient ensuite un sentiment de détresse, et on peut tomber dans l'isolement. Cette période peut être courte, ou bien se prolonger. On commence à se demander ce qu'on pourrait faire, mais par manque d'informations ou de soutien, on finit par se renfermer sur nous-mêmes pour se préserver. Mais ce n'est pas la solution. C'est là que nous intervenons. Le CEAPSY est le centre ressources troubles psychiques d'Île-de-France. Notre mission est d'orienter les personnes vers les ressources en santé mentale adaptées à leurs besoins, de sensibiliser les publics à la santé mentale et de valoriser les dispositifs et les pratiques inspirantes mises en place en Île-de-France. Nous rendons accessible l'information sur les ressources pour faciliter le repérage dans les parcours en santé mentale. Que vous soyez vous-même concerné, que vous soyez un proche aidant ou bien un professionnel confronté à ces enjeux, notre équipe est à votre écoute.